Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme vous le savez, la Mauritanie a pris une série de mesures drastiques visant à freiner la progression de la pandémie chez nous. Arrêt des vols commerciaux en provenance de l'étranger, isolement de 14 jours pour toute personne arrivant au pays, interdiction de tout regroupement, fermeture de certains points de passage frontaliers, fermeture des établissements scolaires moyens et supérieurs, campagne de sensibilisation autour du virus à travers toutes les wilayas du pays. Sanctions contre diffusion de toutes fausses nouvelles. Y a-t-il une progression de la maladie dans notre pays qui justifie ce durcissement des mesures prises par le gouvernement? Allons-nous vers le confinement face à la progression du virus dans la sous-région, à la lumière des dernières décisions prises par le comité interministériel? Zoom Sur est encore une fois consacré au coronavirus, une semaine après la première apparition sur le sol national. Pour nous informer et nous éclairer sur la situation réelle du pays face à la maladie, ainsi que sur les mesures arrêtées par le gouvernement, nous avons comme invité sur ce plateau messieurs professeur Cheikh Baïm Khetrat, chargé des missions au ministère de la Santé. Bonsoir professeur. Nous avons également comme invité professeur Lobaïdi, professeur en biologie, professeur hospitalo-universitaire, expert au laboratoire sécurité sanitaire. Bonsoir professeur. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, regardons ce reportage de Rabia Deida qui revient sur les mesures prises par le gouvernement mauritanien pour éviter la propagation de cette pandémie. Le monde fait face à une pandémie. Rares sont aujourd'hui les pays qui ne sont pas touchés par le coronavirus Covid-19. L'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, avait été relativement épargnée. Depuis bientôt 10 jours, ce n'est plus le cas. La maladie a progressé petit à petit. Après des pays comme la Guinée ou le Sénégal, la Mauritanie a enregistré son premier cas de coronavirus. Dès la confirmation de ce premier cas, le comité interministériel chargé du suivi de l'évolution du coronavirus Covid-19 a tenu une réunion d'urgence sous la présidence du Premier ministre et a pris plusieurs mesures coercitives qui visent à limiter la propagation de cette pandémie. Il s'agit de mesures préventives dont la fermeture des établissements scolaires pour une semaine et la mise en service d'un numéro vert gratuit, le 1155. Le comité a décidé de consolider le travail déjà effectué et les importantes étapes franchies à travers l'arrêt de tous les vols en partance et à destination des aéroports de la République islamique de Mauritanie dès mardi 17 mars 2020 à 8 h du matin. Le confinement obligatoire 14 jours de tous les voyageurs en provenance des zones affectées, l'exécution rigoureuse de la décision de suspension de tous les événements et manifestations, le renforcement du contrôle des points de passage terrestre et maritime du pays, les équiper en matériel et instruments qui permettent de déceler tous les cas suspects et leur acheminement vers les services spécialisés. Le contrôle vigilant de l'approvisionnement du marché local en denrées de première nécessité et en produits médicaux. L'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation, le respect obligatoire des instructions du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation annonce la fermeture de tous les points d'entrée et de sortie avec les pays frères et amis voisins à l'exception des points suivants. Rosso, wilaya di Trarza. Bogué, wilaya di Brakna. Gouraï, wilaya di Gidimaka. Ejouin, Gara Vassala, wilaya di Hod al-Sharqi. Gogi Zemal, wilaya di Hod al-Qarbi. Kilomètre 55, wilaya di Dakhlet Nouadhibou. Bir 75, wilaya de Tirzamou. Et enfin, le gouvernement s'engage à transmettre aux citoyens en temps réel et en toute transparence toutes les informations et données et à répondre aux rumeurs et aux besoins, à réprimer les auteurs des désinformations. Voilà, vous avez pu suivre ce reportage signé Rabia Deida. Chers invités, le communiqué publié par le comité
interministériel chargé du suivi de l'évolution du coronavirus énumère un certain nombre de mesures qui ont toutes pour but de contrer la menace de la pandémie et d'en réduire les effets. Première question. Comment se présente la situation aux dernières nouvelles? A-t-on des informations plus précises sur les cas de coronavirus détectés et le nombre de cas relevés ou avérés? Professeur. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour cet éclairage que vous venez d'annoncer aux citoyens. Je voudrais d'abord commencer par être plus rassurant parce que à écouter la présentation, l'introduction, c'est vrai que les mesures sont drastiques, mais on peut dire aujourd'hui que les messages qui rassurent la population sont que les autorités supérieures au plus haut niveau, le président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de la Santé, toute la population suivent l'évolution de cette pandémie avec un intérêt tout particulier. Et le deuxième message qui est très important qu'attend la population, c'est que l'évolution épidémiologique n'a pas évolué. La situation est toujours la même. La Mauritanie aujourd'hui, elle ne compte que le seul cas qui a été annoncé par le ministre de la Santé. C'est le cas justement qui a fait l'objet d'un communiqué du ministre de la Santé. Je dis que ce patient, il présente aujourd'hui des signes importants de guérison. Il est testé négatif et donc sa situation évolue favorablement, s'améliore. Ça, c'est très important. Mais, comme vous le savez, vous avez vu, cette situation elle ne concerne pas seulement notre pays. Cette situation, on dit pandémie parce que ça concerne tous les pays du monde. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est l'échelle et la vitesse de transmission. Comme vous le savez, cette pandémie a commencé à partir de la Chine. Elle a évolué rapidement vers certains pays. Aujourd'hui, elle touche plus de 121 ou 122 pays. Donc, l'échelle est vraiment elle inquiète. Et aussi, la rapidité de la transmission, ça inquiète aussi. Parce que on peut dire que le coronavirus, professeur, il va en parler beaucoup, le coronavirus fait partie de cette famille de coronavirus, mais le Covid-19 a une particularité dans le mode de transmission et dans également le mode de prise en charge. Dans beaucoup de pays, il a démontré la fragilité de certains systèmes de santé qui, pour certains, étaient des systèmes de santé pérennes et vraiment résilients. Mais aujourd'hui, tout a montré qu'il y a une fragilité extrêmement importante. Il a aussi effet positif qu'il a réveillé la recherche. La recherche était stagnante, mais aujourd'hui, la recherche, on peut dire qu'elle s'est beaucoup améliorée. Par rapport à la situation du pays, je dois dire que le ministère de la Santé, bien avant le cas, s'est beaucoup préparé. Il a préparé ses équipes, il a préparé son administration, il a partagé le travail en plusieurs entités. Et donc, que ce soit au niveau de communication, au niveau logistique, au niveau formation, au niveau redéploiement du personnel, tout a été pris en considération. Et même pour le centre d'isolement, on va en parler encore, les centres d'isolement, les endroits de confinement, donc tout a été pris en considération et a été fait dans la meilleure façon. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir la confiance en nos autorités. C'est ça ce qui est important pour la population. La population, elle écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, comme vous le savez, il est lié par des réseaux, par beaucoup d'informations qui circulent. Il y a une gestion terrible des rumeurs qui doit se faire parce que c'est extrêmement rapide. Et donc, pour cela, nous devions être vigilants et confiants parce que je vous dis qu'on suit les informations
pas seulement au niveau national, mais au niveau international. On suit ça avec un intérêt tout particulier. Et même au niveau des pays de la sous-région limitrophes à la Mauritanie. Au niveau des pays de la sous-région, pour le moment, on sait que bien, nous, on vient de rentrer dans... C'est incroyable, c'est ce que je vous ai dit au début, la rapidité de la transmission. Je vous dis qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, les ministres au niveau des pays arabes étaient réunis. On comptait les cas. Il y avait 2 cas, 3 cas. Mais aujourd'hui, regardez, la plupart des pays sont touchés. Le nombre de cas dépasse les centaines. En Égypte, où nous étions, il y avait la Réunion, il y avait un seul cas. Mais après, il y a eu une évolution. Aujourd'hui, il y a plus de 129, je crois. Absolument. En Afrique même, qui était épargnée, on disait même que ce virus n'est pas dans cette zone. Et certains pays ont été touchés, comme nous. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? On a remarqué que les voyageurs, l'échange, en quelque sorte, le niveau d'affaires, l'échange migratoire entre les zones, a favorisé cette transmission. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les pays ont pris des mesures, parmi lesquelles toutes les compagnies... C'est les voyages surtout qui ont propagé un peu le développement du coronavirus. La Mauritanie, parmi ces pays, elle a pris ces mesures. Bien sûr que vous avez vu sur la carte, il y a certains endroits, des points qui ont été définis au niveau des frontières, qui continuent toujours, mais qui sont suivis régulièrement. Et nous avons mis des équipes au niveau de tous les points des entrées, y compris les aéroports. Il y a une équipe. Nous avons aussi doté nos équipes de matériel de détection, comme dans tous les pays. Nous avons aussi un matériel de protection. Nous avons un matériel de désinfection. Nous sommes en train de renforcer nos capacités en laboratoire. Nous sommes en train de renforcer nos capacités en réanimation. C'est-à-dire que tous les aspects qui ont un lien avec la prise en charge. Donc une forte mobilisation de tous les moyens, aussi bien ressources humaines que équipements du ministère de la Santé pour faire face à cette pandémie. On va et le point le plus important aussi, c'est la transparence de la gestion. Aujourd'hui, il n'échappe à personne que les autorités ne cachent rien. La rapidité aussi de la réaction du gouvernement, parce que le président de la République a aussitôt mis en place un comité interministériel pour prendre des dispositions nécessaires à temps. Voilà. Tout ce qui est réel, on le dit. Donc, c'est pas vraiment... Je suis étonné de voir certaines rumeurs se dissiper au niveau, au niveau de la population. Et ça, c'est méchant. Parce qu'aujourd'hui, les autorités, tout est clair, tout est transparent. Et parfois même, ils donnent l'information avant qu'il faut la donner. Merci, professeur. On va associer professeur Lobaidi pour nous faire les amendements par rapport à l'apparition de cette endémie. Merci d'avoir donné l'occasion de pouvoir éclairer avec notre modeste expérience sur cette nouvelle pandémie, cette nouvelle maladie à échelle internationale. Comme l'a si bien dit mon collègue, par rapport d'abord à la situation internationale. Quand on voit l'origine, c'est que c'est une épidémie qui s'est déclenchée en Chine. Et au départ, c'était localisé dans une région. Donc tout était focalisé parce qu'il y avait l'Organisation mondiale de la santé, parce que maintenant les jeux ont changé depuis qu'il y a le règlement sanitaire international, parce que là, il y a la transparence et la communication de tous les événements de santé publique. Donc là, la Chine a donné les éléments, les informations. D'ailleurs, c'est cette coopération internationale qui a permis, dans un délai très court, de mettre en place le système de diagnostic, ce qui était déjà un pas très important. Donc quand on voit le processus à partir d'une région, rapidement, on a vu, c'était quelques cas, mais rapidement, on a vu la propagation. En moins de 3 semaines, 4 semaines, c'est une extension extraordinaire au niveau de la Chine. Donc c'était lié au mode même de transmission. C'est un nouveau virus qui n'était pas connu. Donc on l'a dit, c'est la famille des coronavirus, donc, dont appartient le MERS qui est du Moyen-Orient, ou le SRAS qui avait prévalu en 2003. Donc c'est la même famille, mais qui sont un peu différents. Mais c'était le mode de propagation. C'est une pandémie qui n'a jamais existé dans le monde. C'est un nouveau virus qui est apparu. Et il a créé un contexte particulier au niveau mondial.
Une panique, surtout quand on sait que le traitement n'existe pas au niveau des indépendamment des de ça, c'est que quand on voit, il y a eu le H2N1 qui s'est passé en 2011, mais on a vu que ce n'était pas les mêmes proportions. Aujourd'hui, on est arrivé où c'est une panique internationale. Tout le monde, tous les pays, chacun bouge de tous les côtés. Je reviendrai sur ce point, mais je voulais juste parler par rapport à l'extension de la maladie. En partant de la Chine, on était vu, c'est-à-dire que c'était le pays qui concentrait tous les efforts, alors que tous les autres continents étaient pratiquement pas touchés. Quand il y a eu les premiers cas en Asie, on a vu que rapidement, en Corée haute, qu'il y a rapidement également eu des pics. C'est venu en Europe, c'était quelques cas importés. Et là, en quelques semaines, on a vu qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont en plein défi. On a le cas de l'Italie, où aujourd'hui, ils sont complètement débordés. Donc, aujourd'hui, on voit que l'extension est totale au niveau de l'Europe. Vous avez quelques cas, mais vous allez voir, au bout d'une semaine ou 2 semaines, vous allez avoir la même dynamique de transmission. Parce qu'il y a les cas exportés qu'on prend comme premier cas, mais c'est une partie visible de l'iceberg. Mais en bas, il y a des transmissions souvent qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il y a des contacts qui passent inaperçus. Et c'est ça qui crée la transmission locale. Et c'est souvent quelque chose qui est inaperçu et qui surprend. Donc on était là un cas, on dit qu'on est là un cas, 2 semaines, paf, il y a donc une éclosion, parce que cette dynamique locale, c'est elle qui se développe. Donc là, on a vu l'Afrique. Mais nous, les Mauritaniens, on n'a pas à s'inquiéter parce que nous avons un seul cas, à l'image des autres pays de la sous-région. Je viendrai sur ça. C'est-à-dire en Afrique, quand on a commencé les premiers cas, vous voyez, l'Afrique n'était pas concernée. Mais là, en moins d'une semaine, il y a 23 pays africains qui sont touchés. Donc ça a commencé par des cas exportés. Mais après, c'est la dynamique. C'est une dynamique logique, il faut se préparer à ça. Mais certains parlent de la propagation de coronavirus, c'est au niveau des pays, là où il y a la saison froide est très élevée. Non, là je vous dis au niveau de l'Afrique, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter au niveau de l'Afrique. Non, je pense qu'il faut que ce soit très clair. Sur le plan scientifique, c'est clair qu'il n'y a pas de différence entre les pays qui sont chauds et les pays qui sont froids par rapport à la transmission. Je vous donne un exemple. Moi, si je suis infecté, je me mets au soleil. Le soleil, c'est 50 degrés. Il va taper, mais le virus est à l'intérieur. Quand je vais à la mosquée, je vais tousser sur les gens. Ils vont se contaminer. Donc, ça veut dire que même si on a 50 degrés, s'il y a l'élément qui est là de transmission, il représente un risque. Mais il faut utiliser les antibiotiques, ça va diminuer peut-être la chaleur. Les antibiotiques ne marchent pas. C'est des virus. C'est inquiétant. Les antibiotiques, on ne les prend pas. Non, je le dis, ce n'est pas pour paniquer, c'est pour dire qu'il y a ce contexte mondial. Mais quand on voit la maladie elle-même, les modes de transmission sont très bien connus. Quand il y a, c'est par les gouttelettes. C'est quand il parle, quand il tousse, quand il éternue, il y a les gouttelettes. Quand vous êtes à proximité, vous avez des chances de le prendre. Donc ça, c'est les autres mesures, bien sûr, c'est le lavage des mains pour pouvoir l'éviter. Donc ça, c'est la transmission. Donc ce phénomène de transmission, c'est lui qui facilite la dynamique. Mais quand on voit maintenant la maladie, dans 80% des cas, c'est des formes bénignes. C'est vraiment, c'est des gens qui font des petites maladies qui passent quelquefois inaperçues. Qui passent inaperçues. C'est dans peut-être 5% des cas qu'on a une forme sévère. Donc quand on voit ces dynamiques, je pense qu'il y a à relativiser, de ne pas trop s'inquiéter par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il faut toute proportion garder, qu'il y a quand même un risque qui est limité et qu'il faut prendre des dispositions particulières. Parce que si on agit, et c'est ça que je reviens sur lesquelles les décisions qui sont prises, si on agit pour interrompre cette transmission, ce qui fait, ça a comme pour résultat, le virus ne va pas circuler, ça va limiter la marge de population qui sera à risque à prendre en charge. Donc, ça va réduire l'impact que ça aura sur la communauté. Donc, dans cette situation, on a eu notre premier cas qui a été déclaré. Quand il y a les premiers, il faut anticiper. Parce que le gouvernement, conscient de ce qui se passe ailleurs, ne voudrait pas que ça se passe ici. Donc, les mesures ont été... On sera peut-être amené à un moment donné à prendre peut-être des mesures plus rigoureuses. Mais il faut que la population comprenne que toutes les mesures qui seront à prendre, ce sera pour l'intérêt de la population. C'est pour pouvoir casser la propagation et réduire l'impact. Et ça, c'est tout un chacun qui a son rôle à jouer dans ce processus. D'abord, sensibiliser l'opinion sur l'importance. Chacun doit se sentir concerné que ça ne doit pas passer par moi. Dans mon entourage, le lavage des mains systématique, l'hygiène de vie, tout ça, ça doit être systématique. S'il y a un cas qui est malade, il faut le signaler à temps. Il y a des structures qui doivent prendre... Mais nous avons vu au niveau de certaines pharmacies de Nouakchott une pénurie totale des produits de désinfection.
Oui, bon, ça c'est normal. Comme on a dit, un effet de panique, on se rue sur les trucs. Ça c'est parce que, mais il faut accompagner par un bon usage de ces mesures. Je pense qu'il y a une sensibilisation. Il faut qu'on sache comment se laver correctement les mains. Et ça doit être un réflexe en rentrant, en sortant. Les mesures d'hygiène vraiment qu'il faudrait accompagner. Je voulais juste venir sur un dernier point. Il y a eu aussi la pénurie des masques. C'est un point. C'est simplement pour dire à la population que le masque ne protège pas. Le masque n'est pas utilisé pour aller dans les rues avec des masques. Ce n'est pas. Mais ils ont vu au niveau de. Oui, ça se passe ailleurs, mais nous, on est en droit de les expliquer. On est en droit de les expliquer que le masque, on l'utilise pour quand quelqu'un a des signes, pour que ces gouttelettes ne partent pas. Et même ça, il doit faire un bon usage. S'il fait un mauvais usage, il ne va pas vraiment. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que le message serait bien perçu par les populations. D'accord, donc, docteur Cheikh Bey, les services sanitaires spécialisés mènent des investigations approfondies sur les conditions d'entrée du sujet atteint au pays et sur l'identification des personnes avec lesquelles il a eu des contacts, aussi bien dans l'avion qu'après son arrivée à Nouakchott. Ces investigations ont-elles donné des résultats? Non, toutes ces mesures, comme j'ai dit tout à l'heure, rentrent dans le cadre de prévention. Nous avons pris un certain nombre de mesures. Et c'est important parce qu'il a dit pour rompre la chaîne de transmission, il faut prendre des mesures efficaces et rapides. Et nous avons anticipé. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je voudrais quand même, avant d'approfondir ce sujet, dire aussi que par rapport à la question des produits pharmaceutiques, et nous avons, au niveau du ministère de la Santé, nous avons sorti il y a quelques jours une circulaire pour évaluer l'ensemble des stocks. Et là, je voudrais être rassurant. Il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Il y a eu des spéculations. Je vous assure qu'aujourd'hui, moi-même, je l'ai publié aujourd'hui sur ma page, certains numéros les numéros des différents services qui sont chargés de contrôle. Et ces spéculations, il existe dans tous les pays du monde. Mais ils seront contrecarrés par les autorités. Et dans ce genre de situation, il faut que la population elle sache que seule l'autorité est responsable. On ne doit pas prendre des initiatives parallèles à ce que demande l'autorité. Parce que ça, c'est l'intérêt de la population. Et c'est l'autorité, celle qui doit décider de ce qu'on va faire. Celui qui doit prendre l'initiative doit demander l'autorisation. C'est ça ce qui est bien. Mais il faut toujours prévenir. La prévention, c'est le seul moyen aujourd'hui. Parce que dans les pays très développés aujourd'hui, le seul procédé efficace pour lutter contre la propagation de ces virus, ce sont ces mesures, dites mesures barrières, qu'on est en train de mettre en place. Dont l'une est tellement simple, le lavage des mains avec du savon. Ce n'est pas aussi compliqué. Le savon, il est là, l'eau, il est là, alhamdoulilah. Donc, vraiment, c'est à la portée de tous les citoyens. Mais c'est un geste, si on ne le répète pas 1000 fois, personne ne va le faire. Donc, c'est l'occasion de le dire. Aussi, comme il a dit, des mesures, parce que la transmission, comme il a expliqué tout à l'heure, par ces gouttelettes, il faut... Parce qu'on a vu plusieurs gens sur les Facebook, sur il faut les une sites distance. Internet, en train d'enturbaner d'ailleurs, de mettre du turban pour éviter un peu la propagation. Moi-même, j'ai vu des gens mettre des calebasses avec des cordes. Donc, on est en train de... Ça n'est pas conseillé. C'est pas la peine. Parce que d'abord, le matériel, les masques, c'est du matériel jetable. À force de le mettre, prendre le masque pendant quelques jours, lui-même, il peut être porteur d'autres microbes. Et puis, ces masques sont généralement destinés aux professionnels de la santé et sont destinés aux malades qui sont dans les hospitalisations. Ce n'est pas vraiment la population. Celui qui d'ailleurs reste dans sa maison, il n'a pas de problème. Celui qui va aller dans un bureau ou quelque chose comme ça, ce n'est pas aussi un problème. Ce virus-là, il est importé, il vient de l'étranger.
c'est pourquoi nous avons anticipé. Et ça, c'est extrêmement... Il faut vraiment encourager et donc vous conseillez d'éviter ces mesures qui ont été prises. Les salutations directes par main? Non, je ne le conseille pas. Moi-même, je ne salue plus avec la main. C'est pour donner un bon exemple. Je crois que ça fait partie des mesures. Mais les mains, c'est un moyen de contamination? Il faut quand même montrer qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. Toute mesure qui empêche de transmettre ou de faire quelque chose, il faut respecter ces mesures. Et tant que nous-mêmes, on ne respecte pas, les autres ne vont pas respecter. C'est vrai que c'est difficile, il y a une forte fièvre parce que quelqu'un, il vous tend la main, il va se fâcher. Si vous trouvez quelqu'un dans la mosquée, il va vous dire la même chose, il se fâche. Bon, on connaît bien notre mentalité, mais on doit être compréhensif. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui change de mentalité, qui change d'habitude. Nous sommes face à une menace internationale, mondiale. Et donc, nous devons prendre toutes les mesures qui endiguent, en quelque sorte, cette menace. Et aujourd'hui, les mesures sont très efficaces. Parce qu'alhamdoulilah, aujourd'hui, nous maintenons la même situation. Et j'espère bien, même les gens parlent d'un mois. Nous espérons que d'ici une semaine, d'ailleurs, nous revenons à la situation normale. Ah d'accord, j'espère très bien. Docteur, vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que vient de développer le professeur? Non, je pense que je reviens toujours sur le message de prévention. Parce que comme on a dit que c'est une maladie où il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Donc c'est peut-être au stade de recherche, mais à ce stade, on a comme outil que la prévention. Donc c'est cette arme que les gens utilisent maintenant pour que chacun soit conscient qu'il a sa partition à jouer dans la lutte. Et ça, c'est les populations. Chacun a sa responsabilité. Si j'étais peut-être d'une manière ou d'autre dans une zone sans le signaler, je dois être alerte. Et quand je sens quelque chose, je dois le déclarer à temps. C'est-à-dire une forte fièvre ou des signes quand de vous maladie. avez été peut-être en voyage à l'extérieur, que vous ne l'avez pas déclaré, que vous êtes là sans vous rendre compte, il faut pouvoir le déclarer. C'est-à-dire que là, on est dans une situation, il ne faut rien négliger. Chacun a une responsabilité. Quand on sent, il y a un dispositif qui est mis par le ministère de la Santé, il y a des cas qui sont en observation. Mais le dispositif mis en place au niveau du ministère de la Santé, par exemple au niveau des escales, ça n'empêche pas à ce que les gens soient gardés pendant 14 jours. Non, il y avait à un moment le confinement, l'autoconfinement, mais c'est avec des mesures. Mais est-ce que les dispositifs du ministère de la Santé au niveau du escale, est-ce qu'ils ne permettent pas de détecter est-ce que la personne est atteinte de maladie ou pas? Non, donc si elle n'est pas atteinte de maladie, je pense qu'inutile de la conserver pendant 2 semaines. Non, je pense que c'est important de préciser par rapport même à la période d'incubation. Quand on dit un sujet contact, ou qui a été dans un séjour dans un pays où a circulé le virus, il y a un risque qu'on ne peut pas, donc il faut le mettre en observation. Il est vrai qu'il y a des tests qu'on peut mener les 2 premiers jours, mais il peut être négatif alors que ce n'est pas un début. Donc là, ça peut être un faux négatif, alors parce qu'il y a eu après, ça peut être positif. Mais nous, on a cette stratégie, c'est de les observer pendant les 14 jours. Si au moment de ces 14 jours, il y a un signe qui se présente, de la fièvre, de tout, etc., là, il signale directement, il y a le médecin qui est là, qui va le prendre, qui vont faire le prélèvement, qui vont voir s'il s'agit du Covid-B ou B. Donc ça, c'est le dispositif vraiment. Mais le plus important, c'est de comprendre, c'est d'avoir ces réflexes, de comprendre. Même si on a quelqu'un qui est là, qui est suspect, il y a des mesures simples à prendre. Quand c'est quelqu'un qui tousse, quelle que soit la forme, parce qu'il y a des grippes ordinaires qu'on a aussi. Il ne faut pas tout mettre sur l'eau, parce qu'il y a des maladies qui étaient saisonnières. Donc, c'est simplement de prendre disposition, de prendre le masque, simplement par rapport, pour ne pas qu'il tousse, qu'il éternue sur les autres. Maintenant, ça, c'est des mesures. Et quand il y a... Mais à l'absence de masque au niveau, par exemple, des endroits ou des zones rurales, on peut utiliser le turban. Je pense que ça ne... Non, c'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de contact avec quelqu'un qui est à risque et autre, on n'a pas besoin de mettre le masque. C'est quand quelqu'un est soit en contact ou à risque qu'on prend le masque. C'est-à-dire quand il est là. Moi, je sais que je peux représenter des signes qui peuvent faire des signes de grippe. Je peux me protéger, même si c'est des autres grippes, c'est juste pour ne pas transmettre aux autres.
Mais quand c'est dans des zones où il n'y a pas une déclaration, on n'a pas besoin de masque. C'est ce que je disais, l'usage des masques dans la rue, c'est un non-sens. Parce que ça contribue, même si c'était une situation, il y avait une circulation de virus, ça va représenter plus de danger. Parce que lui, quand il va le masque, il est contaminé, il va le prendre avec sa main, il va vous saluer, il va vous transmettre la maladie autrement. Donc ça, c'est parce qu'il y a quand même cette période de transmission. Je pense qu'en mettant aussi des gants, ça peut nous permettre aussi le contact, les salutations avec les collègues, avec les différents usagers au niveau de l'administration. Non. Parce que j'ai vu un bon nombre de citoyens aujourd'hui mettre des gants. Non, c'est le même risque. Là, d'ailleurs, si vous allez, parce que c'est des règles d'hygiène. Ce n'est pas le gant, c'est de se laver les mains. Ou vous lavez les mains avec du savon. Comme les salutations, c'est vrai, souvent, c'est un facteur. Dans le contexte actuel, je pense qu'on a nos cultures. C'est vrai, à un moment donné, quand on te dit de te faire une limitation par rapport à ta culture, c'est quelque chose qui est choquant, mais c'est le contexte qui le justifie. Si aujourd'hui des mesures sont prises pour le confinement, peut-être même un confinement qui est un peu difficile pour la première, mais c'est pour l'intérêt. Et même les accolades aussi à éviter. Le contact, parce que là, parce qu'il peut avoir quelqu'un qui peut probablement avoir déjà... Parce que le fait, il peut avoir, comme j'ai dit, dans 80%, c'est quelqu'un qui n'a pas de signe particulier. Donc peut-être en parlant ou en toussant, à une distance de moins de 1 mètre, il vous transmet directement ces gouttelettes qui peuvent vous contaminer. Merci, professeur. Sur cet aspect aussi, il faut savoir que nous avons des obligations internationales. Je crois que actuellement, aujourd'hui, au niveau mondial, l'ensemble des mesures qui sont appliquées émanent du règlement sanitaire international. C'est important de le noter parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a édicté un certain nombre de règles qu'il faut suivre mondialement. Et c'est devenu standard. Et donc ces règles-là imposent aux pays un certain nombre de comportements. Je vous dis aussi que beaucoup de pays ont profité des épidémies dans le passé de renforcer leur système de santé. Ce n'est pas... Parfois c'est positif. Parce qu'il réveille en quelque sorte les pays à renforcer leur système. Beaucoup de pays, on connaît beaucoup d'exemples. Et nous, par rapport au règlement sanitaire international, nous étions, le professeur il est là, il connaît, nous étions l'un des pays africains les plus évolués dans l'application des règlements sanitaires internationaux. Nous avons fait tellement de formations là-dessus. Nous avons fait notre PANAS, le plan national pour la sécurité sanitaire. Voilà, pour la sécurité sanitaire. Nous l'avons adopté. Et donc, nous l'avons validé et nous l'avons adopté. Nous sommes parmi les premiers pays. Et ce problème de prévention ne concerne... C'est vrai qu'il ne faut parler dans cette émission que du Covid-19, mais ces précautions, même si on continue à les vénérer en quelque sorte, c'est toujours dans le bien de la population. Il y a beaucoup d'autres maladies aujourd'hui dans le monde qui circulent, qui sont parfois plus dangereuses que le Covid-19. Et les gens n'attachent pas d'importance à ça. Pourtant, la prévention, elle a un rôle primordial pour limiter les transmissions de ces différentes maladies. Je pense que la population, elle doit mettre en tête que les choses ont changé. Mais d'accord, sur le plan de la prévention, professeur, on sait que la Mauritanie a plusieurs points de passage au niveau du Hod el-Gharbi, Bouguizemel par exemple, qui est frontalier avec le Mali, au niveau de Rosso, qui est frontalier avec le Sénégal, au niveau du PK55, Nouadhibou, qui ouvre sur la Méditerranée, sur les pays du Maghreb arabe. Est-ce que le département de la santé a pris toutes les dispositions nécessaires au niveau des structures de santé? Je vous dis sincèrement que nous avons commencé. Et je dois dire que je n'étais pas content il y a quelques années des mesures prises dans certains points d'entrée. Par exemple, celui de Bouguizemel que j'ai déjà vu. Je me rappelle bien, j'ai une petite histoire que j'ai vécue là-bas et qui ne m'a pas plu en tant que professionnel de la santé. C'est-à-dire? Mais j'ai réitéré, j'ai parlé avec les autorités actuellement.
C'est pour cela que nous avons renforcé notre présence médicale dans ces endroits. Parce que la frontière, elle est très, comme on dit, très poreuse, c'est ça. Absolument, et difficile à contrôler. Elle est une grande frontière, c'est difficile de contrôler. Et je pense que c'est une mission extrêmement complexe pour les autorités sécuritaires, surtout. Parce que nous sommes fixés dans un point, mais eux, ils bougent sur toute une frontière. Mais je crois qu'avec une bonne vigilance et une bonne coordination, on parvient à ça. Aujourd'hui, toutes les équipes au niveau des postes frontaliers sont dotées d'un matériel suffisant, surtout avec les thermoflash pour prendre la température. Aujourd'hui, dans les aéroports, c'est vrai qu'on a installé des caméras thermiques, mais ces caméras thermiques ne peuvent pas être installées dans certaines zones. Nous avons utilisé les thermoflash qui sont plus utilisables dans ces endroits. Et le numéro 1551 qui est... Voilà, ça c'est important, parce que ce soir, nous avons constaté que certains citoyens n'arrivent pas à joindre ce numéro, oui. Qui est souvent saturé. Mais pourquoi? Il y a même aussi cette panique générale qui a occasionné cette demande, cette affluence, beaucoup de demandes sur le numéro. Et donc, parfois, il est devenu saturé et les gens disent carrément ça ne marche pas. Et puis, mais ce soir, l'autorité de régulation, ça, elle a décidé de donner beaucoup plus de lignes au ministère de la Santé, qu'elle va utiliser, Inch'Allah, demain. Et donc, nous allons partager les différents numéros pour que toute demande soit traitée dans les délais. D'accord. Et donc, nous allons mettre en place une équipe qui ne suit que ça, ce numéro vert. Là, je remercie les opérateurs parce que tous les opérateurs ici dans le pays ont montré leur disponibilité pour adhérer. Et peut-être on va ajouter même une ligne, je crois que ça se dit filaire, c'est ça. Donc on va mettre une ligne par rapport à un opérateur qui a donné cette proposition. Donc toutes ces mesures-là seront renforcées et les citoyens vont accéder rapidement. C'est dans notre intérêt d'ailleurs, parce que nous, ce n'est pas seulement la population qui cherche, nous on cherche parce que nous on fait cette prévention. N'importe quel cas, il doit être signalé. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et donc, on cherche et on demande à toute la population, la société civile, d'être vigilante. Et comme le professeur il vient de le dire, c'est une action citoyenne de se déclarer. Quand il y a quelque chose qui est nouveau, qui arrive à quelqu'un, il doit informer les autorités sanitaires rapidement pour prendre les mesures. Et ce n'est pas la fin du monde. Il sera bien. Mais on a vu la formation des ressources humaines, une session de formation qui a été, je pense, lancée par le département de la Santé pour la formation des différentes ressources humaines du ministère de la Santé pour faire face à cette maladie. Elle est en cours. Mais est-ce qu'au niveau des autres formations, par exemple le régional, la même formation a été généralisée pour que les différentes structures du ministère de la Santé soient mieux outillées pour faire face un peu à cette opération de vigilance. Oui, tous les supports ont été envoyés au niveau des régions. Et des équipes ont été envoyées pour la supervision et pour la formation de nos équipes nationales. Il faut quand même me donner l'occasion pour féliciter le personnel de la santé. Franchement, c'est un personnel qui fait un excellent travail. Et dans cette épreuve aujourd'hui, vous trouvez vraiment une manifestation d'intérêt qui n'a jamais été constatée au niveau des professionnels de la santé. Chacun, il prend la chose à cœur. Il veut aider son pays. Et ça, c'est un signe de patriotisme extraordinaire, un élan de patriotisme extraordinaire qu'il faut vraiment valoriser et qui donne un bon sens de la citoyenneté que nous cherchons tous. Aujourd'hui, le personnel de la santé fait un travail remarquable, que ce soit au niveau des postes frontaliers, mais aussi dans les endroits et dans les hôpitaux.
C'est vraiment extraordinaire, c'est l'occasion de les féliciter. D'accord. Existe-t-il des structures de centres ou de lieux de confinement ou d'isolement bien équipés au niveau des points de passage, c'est-à-dire les aéroports, les ports, points de passage frontaliers, etc. Pour le moment, nous avons surtout des endroits de confinement. Nous avons des confinements. Les sites d'isolement sont essentiellement au niveau de Nouakchott. Parce que aussi... Mais vous avez les infrastructures de base qu'il faut d'accueil. Nous avons renforcé l'ambulatoire. Il y a des ambulances. Et nous allons acquérir aussi des équipements mobiles aujourd'hui, des camions qui sont équipés de matériel qui peut être ramené dans toutes les régions, des équipements mobiles. Nous allons être équipés de cela. Et aussi, n'oubliez pas que la ressource humaine est très importante dans ça. C'est vrai que nous sommes un pays où le nombre de spécialistes dans ce domaine est très limité. Mais nous essayons quand même de canaliser tous ces efforts pour que on ne sent pas ces déficits en ressources humaines. Et le centre d'isolement aujourd'hui avait une capacité particulière. Je vous dis que cette capacité va évoluer vers un grand nombre de lits qui seront disponibilisés dès ces jours-là. Au début, c'était un certain nombre de lits, mais on est en train de renforcer cette capacité pour toute éventualité. J'espère que le cas n'évolue pas, c'est ce cas que nous voudrions. Et si on arrive à ce cas, alhamdoulilah, la situation est maîtrisable, il n'y a pas d'inquiétude dans le pays. Souhaitons qu'il n'y ait plus de problèmes. Docteur Lobaidi, vous avez un amendement à ajouter par rapport à ce que vient de développer le professeur. Par rapport au point d'entrée, bon, comme on a dit que déjà le côté difficile d'ailleurs à contrôler. À partir de demain, donc Inch'Allah, l'aéroport sera fermé, donc il n'y aura pas de vol. On se l'a dit juste à partir de demain. Ça, c'est une mesure de, je pense, à partir de demain. Donc là, on aura à gérer les points de passage, frontaliers. Bon, ça, c'est toujours, je dis que les efforts sont à mettre en place. Il y a quelque chose qui est en cours, qui est en train d'être mis. Mais c'est assez délicat. Parce que le trafic au niveau frontalier est beaucoup plus difficile à gérer qu'au niveau des aéroports. Parce que le flux, si vous voyez le truc de Rosso, le bac qui va passer avec les milliers de personnes qui vont passer, là, le contrôle est beaucoup plus difficile. Mais il faut le contrôle. Mais c'est sûr qu'il y a toujours dans les mailles du filet quelque chose qui peut se passer. D'où, toujours de rappeler, l'État fait des dispositions, mais le citoyen a toujours responsabilité. Parce que quand je sens que là, je suis passé à côté, que j'ai un risque d'avoir été en contact avec quelqu'un dans une zone où le virus a circulé, là, je dois prendre ma responsabilité et l'assumer, essayer de prendre une précaution pour ne pas contribuer à la transmission. Si on prend ces dispositions, c'est pour rompre la transmission. Mais si nous, on ne fait pas l'effort d'aider dans ces transmissions, on aura cassé cette chaîne qui est là, qui est en cours. Donc je pense que c'est extrêmement important de combiner cet effort qui est en train d'être mis pour essayer de filtrer et aussi la conscientisation donc, des populations de manière générale. Par rapport au point d'isolement, bon, au niveau des points d'entrée, c'est-à-dire que c'est généralement ce qui se passe quand on trouve quelqu'un qui a de la fièvre. Donc il y a des structures de santé au niveau de chaque point d'entrée. Donc, qui ont déjà des consignes. Donc, quand il voit qu'il a tempéré, il y a un interrogatoire qui est poussé parce qu'il peut tomber, il peut avoir une fièvre pour une autre cause. Donc, il va voir. Quand il s'assure maintenant que c'est quelque chose qui est suspect, à ce moment, il y a un système d'isolement qui est fait par rapport à ça. Donc, les prélèvements sont faits, envoyés pour avoir le résultat. Donc, au niveau de l'isolement maintenant, parce que l'isolement, c'est par rapport à la prise en charge. Parce que là, c'est quand on voit qu'il est positif et qu'il faut aller là. Au niveau de Nouakchott, il y a un site où il y a actuellement une capacité, le ministre hier l'a dit dans sa déclaration, qu'il y avait une capacité de 12 lits, mais qui est extensible à 100 lits. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une planification qui est faite. Je rappelle simplement qu'il y a, depuis le début de l'épidémie, il y a une préparation qui est faite. Il y a eu un plan de 4 semaines qui est réalisé par le ministère de la Santé, où tout est prévu. Ils ont planifié tout ce qui est aspect qu'on voit par rapport à toutes les composantes, la communication, la surveillance, la prise en charge, tous les aspects sont pris en compte pour renforcer le système, pour faire
face à la riposte. Donc ça, c'est une préparation maintenant qui est en cours, c'est décliné, c'est des activités qui sont en cours, donc qui sont là, et on espère vraiment que ça va permettre déjà d'asseoir notre système pour mieux se préparer à ce qui pourrait arriver éventuellement. Ça, c'est en ce qui concerne les préventions. Mais au cas où il y a des maladies, une propagation de la maladie au niveau de notre société, la qadarlah, est-ce que nos structures de santé disposent de moyens adéquats pour apporter comment dirais-je, la réponse Oui, là, je voulais juste, idoine à ces patients. Je voulais juste peut-être attirer l'attention. On souhaite agir sur la prévention, avoir des résultats pour ne pas arriver à ça. Comme je dis, dans 80% des cas, c'est des formes simples. C'est 5% des cas qui vont aller sévères. Mais plus le nombre de contaminés est élevé, plus le monde sera donc où il y a des problèmes à risque. Donc il faut agir pour réduire, pour ne pas être dans cette situation. D'où ces mesures carrément de confinement. C'est pour essayer de confiner, pour ne pas être dans cette situation. Parce que quand on arrive à des situations catastrophiques, vous voyez des pays qui ont des systèmes les plus solides, ils ont été complètement ébranlés. Donc nos systèmes sont beaucoup plus fragiles, c'est sûr qu'on va avoir. C'est par ça qu'on est en train de mettre des bouchées doubles pour être vraiment dans la prévention, pour limiter les risques qu'on va avoir à gérer. Mais malgré tout, tous les cas de figure sont envisagés. C'est un plan où il y a des scénarios. Donc s'il y a un scénario où la propagation devient, il y a aussi une réponse qui est appropriée. Donc il y a un dispositif qui est fait et je pense qu'il y a un comité interministériel qui prendra les mesures appropriées selon les contextes. Et ça pour l'intérêt global. D'accord. Donc, professeur Cheikh Bey, on sait que la communauté nationale, les pouvoirs publics se sont mobilisés très tôt pour apporter les solutions appropriées, évitant la propagation de cette maladie, en passant par la mise en place d'un comité interministériel pour le suivi de cette maladie. Le ministère de la Santé a fait plusieurs sorties pour sensibiliser les populations, les calmer sur l'importance du dispositif pris par le ministère de la Santé. Les médias, à travers la télévision, la radio, l'Agence mauritanienne d'information, ont mis en place aussi des outils appropriés pour sensibiliser les populations sur la nécessité des dispositions préventives pour éviter la propagation de cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé aussi, à travers ses structures, a fait des sketchs très importants sur le comportement qui doit être observé par les populations. Donc, au-delà de ces dispositions, est-ce que vous avez d'autres volets dans les prochains jours? Bon, c'est sûr que, comme vous l'avez dit, tous les scénarios sont pris en considération. Mais ce que nous souhaitons, que nous restons sur le scénario le plus efficace et le plus à portée de nos mains, c'est-à-dire la prévention. Donc, c'est là qui est privilégié. Les autres scénarios, nous sommes un pays musulman. On implore le bon Dieu de ne pas arriver à ça. Parce que, comme je vous ai dit au début, nous avons vu à travers le monde des systèmes de santé qui sont extrêmement forts, ou ils le pensaient, mais qui n'ont pas pu résister. Voilà. Donc, c'est que moi, personnellement, je demande, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous empêche d'arriver à ce stade. Maintenant, au niveau de la prévention, je pense que nous sommes comme tous les autres pays. On fait le maximum. Et les mesures qui ont été prises par le comité interministériel étaient rapides et efficaces. Là aussi, c'est vrai que je suis de la santé. J'ai félicité les personnels de la santé, mais il faut féliciter aussi la télévision, la radio, parce qu'ils ont joué un rôle extrêmement important. Je suis bien ce que vous faites au niveau de la télévision. Ils ont accompagné cet effort. Vraiment, vous avez été d'une efficacité extraordinaire. Et aujourd'hui, ce comité interministériel s'est composé lui-même en plusieurs sous-commissions. Au même type que le ministère de la Santé, qui aussi s'est composé
partager les tâches entre différentes sous-commissions concernant cette maladie. La première tenue de la réunion du comité interministériel. L'équipement de protection, beaucoup de gens pensaient qu'il va manquer, il ne va pas manquer. Donc il sera disponibilisé. Il sera disponibilisé et il sera renforcé. Et on aura un stock toujours ici, un stock de sécurité qui va rester dans le pays. Et donc le stock aussi de désinfection sera renforcé. Et ça peut être même important pour lutter contre d'autres virus qui existaient et qui faisaient ravage dans le calme. Mais aujourd'hui, nous sommes plus éveillés pour affronter ces virus. Là aussi, nous la n'avons société... plus besoin maintenant de s'en aller à l'extérieur. Comme je suis président de la commission sous-commission communication et relations avec les partenaires techniques et financiers, je reçois par jour énormément d'appels de la part de la société civile nationale, des partenaires qui sont là, qui sont prêts pour intervenir, qui sont prêts pour aider. Ça, je l'ai vu sur les pages Facebook. Ça, c'est formidable. L'engagement de tous les Mauritaniens d'ailleurs, qui ont manifesté leur désir d'appuyer un peu les structures de santé dans cet effort. C'est formidable. Et nous aussi, je vous assure que vous, nos frères de la presse, vous êtes habitués souvent à nous contacter et on vous dit attention, on n'est pas prêt, on ne peut pas venir, on ne peut pas faire. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous nous appelez, que ce soit à la TVM, que ce soit à Sahel, que ce soit à l'Ouattaniye, nos équipes vont venir et vont remplir le plateau. Nous avons fait élaborer une grille de diffusion large au niveau de tous les canaux. Nous sommes prêts à donner toutes les explications à l'ensemble des canaux de communication. Et ça, c'est nouveau aussi. C'est important, cette collaboration. Parce que nous avons tous la même mission. C'est une mission nationale. Parce que quand on voit ce qui existe dans les autres pays, vous voyez, tout le monde est mobilisé. Et donc, la Mauritanie n'est pas épargnée. Tous les moi, je voudrais ajouter à cela, monsieur le professeur Cheikh Bey, que la télévision, les premières heures de la réunion du comité interministériel qui s'est réuni pour le sujet, sous la présidence du Premier ministre, en présence du ministre de la Santé qui pilote un peu ces opérations, la télévision, représentée par le directeur général de la télévision, M. Mohamed Ahmed El-Belmaali, a réuni l'ensemble des journalistes pour mettre en place un plan de sensibilisation des populations au niveau de l'ensemble des chaînes, au niveau de la chaîne 1, la chaîne 2, Thaqaviya, le Mahadra et autres. Je pense que sur ce plan, un travail de communication a été mis en place par les médias. C'est une première dans l'histoire de notre pays face à ce genre de phénomène. Et même dans les khutbahs de Jumu'ah, ces derniers temps, on tous parlait de cette maladie, on parlait des mesures de prévention. Et ça, c'est important. Il y a un élan de solidarité nationale. Tous les messages qui peuvent apporter du bien dans cette épreuve, il faut les sensibiliser, il faut les appuyer, il faut les encourager. C'est ça ce qui est important. Et je pense qu'il y a là un sursaut national et il y a toute l'attention de la part de toute notre population. C'est quelque chose à encourager. Au niveau du ministère de la Santé aussi, il y a des choses qui n'ont jamais été dites. Au niveau de notre administration, les gens ne dorment pas. Depuis quelques jours, nous sommes consignés. Vraiment, c'est poursuivre l'évolution. C'est vrai, le ministre de la Santé était à cheval H24 personnellement, et ouvert aussi le ministre, il ne se repose pas, ni la nuit, ni les jours. Ça, c'est une vérité. Si ce n'était pas vrai, je ne vais pas le dire. Non, ça, on le reconnaît. Et moi, personnellement, je viens d'une réunion depuis 7 heures du matin. Je viens sur ce plateau. C'est quelque chose, c'est dire que c'est important pour nous. Et nous sommes motivés. Et c'est vraiment quelque chose que nous le faisons par amour, parce que c'est notre patrie, c'est notre pays. On doit être tous solidaires.
Et on doit sortir J'ai de vu cette même épreuve. sur les pages Facebook le ministre de la Santé, professeur Nediro, en personne, sensibiliser les populations, les calmer, leur expliquer les mesures, les préventions à prendre. Tout à fait. C'est une bonne chose. C'est pour confirmer un peu l'élan de solidarité du ministère de la Santé. Non, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons géré d'autres cas, alhamdoulilah, majeurs, par exemple les cas d'Ebola, qui a fait peur. Heureusement. Il était à nos portes, il était au Sénégal, il était au Mali, je crois. Mais nous, on était aussi vigilants. On a créé notre commission de veille. On a fait ce qu'on peut faire. Mais alhamdoulilah, on était épargnés. D'accord. Donc, j'ai des dernières questions à poser, professeur Lobaidi. Les centres de dépistage, y a-t-il des centres d'analyse pour confirmer ou infirmer des sujets suspects? Oui, bon, ça c'est par rapport au diagnostic, donc au dépistage. Bon, on a notre Institut national de recherche scientifique, donc, qui a un laboratoire de virologie, qui dispose d'un plateau. Ils avaient l'expertise sur les grippes, ils faisaient les diagnostics des grippes. Et ça, c'est juste un élément de ces virus de la grippe. Donc, le plateau est là, les réactifs sont là, ils ont l'expertise et leurs tests sont validés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, si vous voyez qu'on est un peu d'ailleurs rassuré par rapport à ça, c'est qu'on a une référence. Quand on fait un prélèvement, on a dans un délai assez court de 3 heures, 4 heures de temps, on a des résultats qui sortent. Bon, je pense que ça, c'est un élément extrêmement important par rapport aux efforts qui ont été consentis par rapport donc à la mise en place du plateau du pays pour pouvoir répondre à n'importe quel type d'épidémie. Je pense que ça, c'est le Merci. Dernière question. On est à la fin de... Oui, d'accord. Mais je vais un dernier mot. une petite précision. Parce que j'écoute souvent ça. Nous disons beaucoup d'internautes, de blogueurs, ils le disent souvent que pourquoi nous, on fait les tests au niveau d'autres pays. Pourquoi on fait à l'Institut Pasteur de Dakar, pourquoi on fait les tests. Ce n'est pas une faiblesse de notre institut. Et je vous dis que cet institut, comme il vient de le dire, il est ancien directeur de cet institut, nous l'avons renforcé. Nous l'avons doté beaucoup d'équipements il y a quelques années et on continue à le renforcer pour être à jour. C'est vrai que l'OMS a certains centres qu'elle a dit homologués ou agréés par l'OMS. C'est pour qu'en quelque sorte avoir une information sûre, ça c'est pour l'Organisation mondiale de la santé. Et même l'Union africaine devrait faire la même chose en créant des centres, 5 centres au niveau de zones dans chaque Afrique. Nous devions dépendre d'un centre qui est installé au Nigeria. Dans l'Afrique du Nord, il y a un centre qui est installé en Tunisie. Non, finalement, c'était installé en Égypte. Il a été donné à l'Égypte. Mais ça ne veut pas dire que le pays n'a pas la possibilité d'avoir ces centres homologués. C'est une organisation. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Un dernier mot et on clôt. Je voulais juste pour le labo, je pense qu'il faut qu'on précise. Le diagnostic se fait en Mauritanie à l'INRSP. Le diagnostic se fait. Donc maintenant, il y a des laboratoires internationaux qui sont désignés. Il y a 2 en Afrique, l'Institut Pasteur de Dakar et celui de l'Afrique du Sud. Ça, c'est pour les contrôles de qualité et autres. Mais le diagnostic, il y a l'expertise, il y a le truc, et le diagnostic est fait dans les normes. Actuellement, on a 2 consultants de l'OMS qui sont là en train d'accompagner. Donc, rassurer tout ce qu'il y a. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut se rassurer que ce qu'il fait, c'est fiable et aussi que vraiment, il n'y a pas à remettre en cause. C'est une institution, il y a des ressources humaines, il y a le plateau technique, ils ont les plateaux qui sont très performants pour pouvoir l'assurer. C'était ce que je peux dire. Merci. Dernier mot, docteur. Bon, comme il l'a dit, notre institut est un institut vraiment qui a un matériel de pointe. Il est capable de faire tout dans le pays. Et ça, c'est une première et c'est très important. Le dernier mot, c'est il faut toujours terminer. Moi, je suis optimiste dans la vie. Je crois que ce n'est pas méchant. Je suis optimiste dans la vie. Je crois d'être toujours rassurant. Tant que nous voyons tout ce que nous avons expliqué, que les autorités suivent avec attention particulière cette situation, et c'est aux autorités que revient le dernier mot, je crois que la population ne doit pas s'inquiéter. Nous sommes aussi un pays musulman.
nous demandons à Allah Tabarak wa Ta'ala de nous épargner et de nous empêcher de ces pandémies et que, Inch'Allah, notre peuple se développe, Inch'Allah. Donc, merci à mes deux invités qui ont mis en place la stratégie préventive initiée par le ministère de la Santé pour contrecarrer cette pandémie internationale. Merci au professeur Cheikh Baïm Khetrat, chargé de mission au ministère de la Santé, pour les explications détaillées inhérentes à cette pandémie. Merci également à professeur Lobaidi, professeur en biologie, professeur hospitalo-universitaire, expert laboratoire sécurité sanitaire. Merci aux invités qui nous ont suivis. Je rappelle qu'un numéro vert gratuit a